Oh, bonjour messieurs, dames, et bonjour particulier à Laetitia Reuter. J'espère que vous allez bien, les amis. On attend 2 minutes et on commence. Est-ce que les internes bordelais sont là? Internes bordelais, êtes-vous là? Ouais. Donc il faut que vous ayez un micro parce que vous allez être interrogé. Allô, allô? Ouais. Oui, on vous entend parfait. Super. On attend 2 minutes. On commence. Encore 1 minute et on débute. Donc, ça sera un cours sur le défibrillateur. Donc, c'est le 3e. On avait fait un premier cours sur le fonctionnement essentiellement des compteurs. On enregistre et comment on détecte un épisode d'arythmie sur un défibrillateur Medtronic. Le 2e était plus axé sur l'interprétation des tracés en général, à partir du graphe, et après l'interprétation des tracés. Le 3e, on va se poser sur 2 problématiques. Un problème de surdétection et un problème de thérapeutique, des thérapies donc, avec un petit point d'actualité. Donc, effectivement, je pense que ça a son importance. Voilà, donc là, si vous voyez mon écran, ça, c'est le document que je présente à chaque fois maintenant, hein, parce que c'est vrai que depuis 2015, ça, c'est un addendum qui a été modifié en 2019, mais peu importe, depuis 2015, il existe des recommandations de programmation. Et il existe des recommandations en général pour toutes les plateformes de défibrillateurs, mais il existe évidemment des recommandations spécifiques marque par marque. Donc ça, c'est très bien qu'il y ait ces recommandations-là parce que ça montre bien quand même qu'il y a des différences d'une marque à l'autre. On ne peut pas programmer les défibrillateurs de marques différentes de la même façon parce qu'il y a vraiment des spécificités. Donc évidemment, ça ne sont que des recommandations avec l'option, enfin la possibilité, la nécessité même de s'adapter aux caractéristiques du patient. Hein. Ce n'est pas une règle absolue, mais enfin, en tout cas, il y a quand même de très, très grandes lignes. Donc, je vais vous parler de tout ce qui est thérapie dans la zone de LV. On verra qu'est-ce qui est programmé. Et je vais vous parler essentiellement de problèmes de surdétection. Et donc là, on va commencer avec des tracés. Alors, un premier tracé. Les tracés ne sont pas difficiles, mais ça va permettre, il y en a un certain nombre, ça va permettre de comprendre un peu comment fonctionne le DEF et comment il faut programmer pour éviter les problèmes. Alors, qui se lance sur ce tracé? Quelqu'un, un interne de Bordeaux? Miloud, est-ce que tu as Miloud? Oui, bonjour. Bonjour, que me dis-tu sur ce tracé? Donc, il s'agit d'un graphe, il s'agit d'un défibrillateur double chambre, tu vois, XT-DR, EVRA. Ce n'est pas le plus récent, mais c'est quand même relativement récent. Et donc, tu as un graphe. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Il faut que tu dises quelque chose. C'est possible de pertinent, évidemment, mais bon, au moins quelque chose, quoi. Si ça ne l'est pas, je pourrais te dire que ça n'est pas pertinent, mais il faut que tu parles. Quoi. Donc, on a en noir les cycles VV et les cycles AA en blanc. Oui. On constate qu'au début... Ouais. Commence là, si tu veux. Là, tu es effectivement, on va dire qu'on est associé A et V. Okay, voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Donc, sur la partie que vous avez montrée, il semblerait que les cycles VV soient à peu près synchrones et d'une durée similaire à celle des cycles AA, donc environ 600 millisecondes, tandis que avant et après,
les cycles VV semblent s'accélérer. Enfin, l'intervalle est plus court, hein. On est vers les 300, un peu plus millisecondes. Ouais. Donc ça, c'est avant. Et après, on est entre 250 et 350 à peu près. Donc, qu'est-ce que tu évoquais? Une tachycardie ventriculaire. Une tachycardie ventriculaire. Une tachycardie ventriculaire, pourquoi est-ce que tu aurais un aspect comme ça avec deux fréquences différentes, avec une alternance de l'un à l'autre, si tu veux? Ce qu'on appelle un aspect en rail. Ça ressemble un peu à un rail. Voilà, ça, tu prendrais bien le train, par exemple. Qu'est-ce que tu évoques d'autre? Qu'est-ce que tu peux évoquer? Est-ce que ça te paraît être physiologique? Être une tachycardie Non, ventriculaire? non, du tout. Non, ça t'évoque. Je te rajoute que cet intervalle-là plus celui-là est égal à celui-là. Ton cycle atrial. Si tu fais la somme de ça plus ça, c'est égal à ça. 350 plus 250 égale 600 millisecondes, en gros. Ok. Okay. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, un double comptage. Un double comptage. Voilà. Double comptage, c'est un terme que l'on utilise. Double comptage, c'est le double comptage de l'onde R, en fait. Quand tu dis double comptage, dans ma tête, en tout cas à moi, c'est double comptage de l'onde R. C'est-à-dire que tu détectes une fois ton QRS et que tu le détectes une deuxième fois. Est-ce que ça t'évoque un double comptage de l'onde R? Oui ou non? Moi, je dirais Bon, non, parce que ton intervalle, tu vois, ici, là, tu as des intervalles qui sont au-delà de 250 millisecondes. C'est beaucoup trop long pour détecter deux fois l'onde R. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être une surdétection de l'onde T, tu vois, ou éventuellement de l'onde P, mais ça ressemble beaucoup à une surdétection de l'onde T. Alors, généralement, on ne passe pas 3 heures sur le graphe, hein, tu vois, il faut avancer. Qu'est-ce que tu me dis sur le tracé? Alors. Alors, tu as tes intervalles atriaux, tes intervalles ventriculaires, Ouais. distal VD, anode VD, c'est le bipolaire de ta sonde de def. Ici, c'est le bipolaire atrial. Donc ici, tu as ton canal ventriculaire, ton canal atrial et tu as tes marqueurs. Donc si tu regardes effectivement tes cycles qui sont détectés où? Qu'est-ce que tu détectes en fait? Alors, sur le début du tracé, donc je veux dire sur la gauche, et même sur la partie au-dessus, au départ, on commence avec ASVS, enfin Là, la détection est... va au fait, ici, là. Qu'est-ce que tu vois là? Ah, d'accord. Donc, on a le marqueur AB. Au niveau du ventricule, bon, tu te posais la question de quoi? Qu'est-ce que c'était une surdétection? Qu'est-ce que Ouais. tu vois bien ton alternance entre deux signaux là? Un signal très aigu, un signal plus aigu, mou. Et tu vois que tu as un marqueur pour les deux en fait. Ok. Donc, Ok. quel est ton diagnostic? Pour détection de l'onde T, vraisemblablement. Très vraisemblablement une surdétection de l'onde T. Okay, donc, visuellement, c'est un diagnostic qui est assez facile. Hein. C'est assez évident. Tu vois, tu bases ton diagnostic, toi, en te disant, bah, tiens, ça, c'est probablement le QRS. Ça ressemble en tout point à une onde T, un signal beaucoup plus mou, mais effectivement, il est très volté, ce qui fait que tu détectes à la fois l'onde R et à la fois l'onde T. Okay, et donc, tu as une alternance entre deux cycles, ce premier, puis ce second. Un peu long, un peu plus court, un peu plus long, un peu plus court, un peu plus long, un peu plus court. Donc, tu as une alternance de morphologie et tu as une alternance en termes de cycle. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, tu es autour de 600 millisecondes dans le ventricule. Quand tu fais la somme, tu es aussi autour de 600 millisecondes quand tu fais l'un plus l'autre. D'accord? Si tu prends ton RR, il se décompose en RT plus TR. Okay, bien. Donc, si je reviens sur le graphe, le diagnostic, tu diras, pour ceux qui ont passé le DU cette année, il y avait ça, c'est tombé, ça par exemple. Voilà, tu vas dire, il y a un aspect en rail avec un cycle un peu plus court, un cycle un peu plus long, et la somme des deux est égale au cycle quand il n'y a pas de surdétection. C'est clair? Bien. Alors, là, on va changer. Tu es là, Léa? Oui. Bien. Ça te préoccupe la surdétection de l'onde T? Ça t'inquiète ou pas? Oui. Pourquoi? Pour le risque de thérapie inappropriée.
Oui. Et effectivement, quand tu as une surdétection de l'onde T, ben, tu vas multiplier par 2 ta fréquence cardiaque. Si par exemple tu es à 120 par minute, si tu as une tachycardie sinusale, ben, si tu détectes à la fois l'onde R et l'onde T, tu vas te retrouver à 240 par minute. Et donc, il y a un risque de thérapie inappropriée. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange dans la surdétection de l'onde T? C'est que quand tu vas délivrer, tu vois là ici, tu as un tracé. Là, l'aspect, par exemple, de surdétection de l'onde T, il n'est pas évident. On va re-regarder sur le graphe. Mais ici, tu as un burst qui est délivré et il se passe quelque chose. Donc, si on regarde le tracé, tu vois, qu'est-ce que tu me dis sur le tracé? Donc on a cette surdétection de l'onde de T avec l'alternance cycle Ouais. mou Tu vois, et larpe. si je zoome un peu, tu n'as pas d'aspect de rail parce que pour le coup, là, l'onde de T, elle est pile au milieu entre les deux. Tu vois, 270, Ouais. 260, Ouais. tu vois, donc forcément, les deux cycles sont équivalents. Donc là, forcément, tu n'auras pas cet aspect en rail où il faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus court que l'autre. Ouais. Bien. Donc, surdétection de l'onde de T, qu'est-ce qui se passe? Et donc, en zone de FV, on a complété le compteur. On a complété le compteur et donc un ATP pendant la charge. Ouais. Et un qu'est-ce que burst ça donne? Qui malheureusement déclenche une arythmie ventriculaire vraie. Ouais. Il déclenche effectivement une arythmie ventriculaire vraie. Donc, si tu veux, toutes les thérapies inappropriées, si tu as une rupture de sonde, si tu as une détection de 50 Hz, ça peut déclencher des thérapies inappropriées. Ça peut déclencher une fibrillation ventriculaire. À partir du moment où tu fais un ATP ou un choc électrique, de façon inappropriée, mais tu peux déclencher quelque chose. Il se trouve que quand tu as une surdétection de l'onde T, ben, le risque il est encore un peu plus augmenté parce que ton ATP, tu vois, tu as ton onde T, il est délivré sur le sommet de l'onde T. Et si ça avait été un choc électrique, si ça avait été plus rapide, il aurait pris un choc, tu aurais très bien pu délivrer le choc sur le sommet de l'onde T. C'est clair ça? Donc, en période vulnérable. Donc, que ce soit un ATP ou un choc, quand tu as une surdétection de l'onde T, tu as une chance sur deux. En fait, une chance sur deux, oui, c'est ça. Soit sur l'onde R, soit sur l'onde T. Ouais. D'accord? Et donc, tu peux induire une arythmie. Donc, non seulement tu es préoccupé par le fait parce que tu puisses avoir des thérapies inappropriées, mais en plus, tes thérapies inappropriées, alors ce n'est pas très fréquent, mais il y a un risque accru que ça engendre une vraie fibrillation ventriculaire. Et là, tu te retrouves dans une situation quelque part de vie ou de mort. Il faut absolument que ton défibrillateur il marche après. C'est clair pour tout le monde? Bien. Donc, ça t'embête. Quelles sont les solutions que tu peux proposer pour la surdétection de l'onde T? Chez Medtronic, il y a un algorithme. Oui, mais l'algorithme, il est fait pour quoi? Il est fait pour retarder les thérapies dans ce contexte-là. Oui, il est fait pas pour supprimer la surdétection de l'onde T. C'est pour mettre en évidence la surdétection de l'onde T et ne pas délivrer de thérapie. Mais ça ne supprime pas la surdétection de l'onde T. C'est clair, ça? Bien. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On peut regarder comment il détecte, comment il réglait la détection. Oui. Tenter. Je vais vous montrer après sur le programmateur, on regardera juste après. Mais en gros, voilà le cas de figure chez ce patient-là. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la surdétection de l'onde T, dans un nombre assez conséquent de cas, ce n'est pas un problème de grande onde T, c'est un problème de petite onde R. Quand tu as des petites ondes R, ton défibrillateur, il va travailler, tu sais, il adapte son niveau de sensibilité en fonction de l'onde R. Plus l'onde R est petite, plus il est obligé de programmer des sensibilités élevées, c'est-à-dire des valeurs très basses. Il va travailler, par exemple, si tu programmes ta sensibilité à 0,3 millivolts, le défibrillateur, si ton onde R elle fait 10 millivolts, il met beaucoup de temps pour arriver à 0,3 millivolts. Si par contre ton onde R fait 0,6 millivolts, il va travailler en permanence à 0,3 millivolts. C'est clair ça? Plus l'onde R est petite, plus il va travailler avec des niveaux de sensibilité élevés, c'est-à-dire qu'il va chercher vraiment à avoir des petits signaux. Si tu cherches à avoir des petits signaux, il y a de bonnes chances que tu vois, plus une onde T. Okay? Si tu travailles avec des sensibilités autour de 3, 4, 5 millivolts, forcément, ben, tu ne verras pas ton onde T. C'est clair ça? Bien. Donc, effectivement, ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est qu'on peut programmer, c'est la seule marque qui permet ça, le vecteur de détection. Quand tu mets une sonde bipolaire, tu as 2 électrodes en bout de sonde et tu as un coil de défibrillation dans le ventricule droit. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est programmer soit
voyez, en bipolaire, tu vois, en bipolaire, c'est que tu détectes au niveau de tes 2 électrodes en bout de sonde. Ouais. Quand tu fais ton test chez ce patient-là qui a eu sa thérapie inappropriée, tu vois que tu as une onde de R qui fait 1,3 millivolts. 1,3 millivolts, ce n'est pas suffisant pour avoir un bon fonctionnement. Tu comprends que quand tu as une onde de R à 1,3, tu vas travailler en permanence avec des sensibilités très élevées et donc tu as un risque accru de surdétecter l'onde de T. Ce qui est possible de faire, c'est effectivement de modifier le vecteur de détection. C'est-à-dire qu'au lieu de détecter entre les 2 électrodes distales, tu détectes entre la distale et le coil. Tu vois, la spire, c'est le coil VD. Donc, tu as un vecteur de détection qui est complètement différent. Et donc, ce n'est pas obligatoire, mais chez certains patients, ça permet de corriger le problème. Tu vois ici, par exemple, il avait 1,3 millivolts en bipolaire et il passe à 7,9 en ce que l'on appelle bipolaire intégré. C'est ça, bipolaire intégré. Entre le bout de sonde et le coil. Okay, et donc, quand tu as une onde de R qui fait 7,9 mm, même si l'onde de T fait la même taille qu'elle faisait tout à l'heure, tu la surdétecteras pas. Tu comprends? Donc, quelque part, tu as changé ton ratio entre ton onde de R et ton onde de T et tu as réglé le problème. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais là, en l'occurrence, voilà, ça a réglé complètement le problème. Tu vois, si tu prends tes courbes, tu vois ici, ton onde de R, jusqu'avant, tu avais des toutes petites ondes de R, problème, surdétection de T, on bascule le vecteur de détection et on a une détection qui devient spectaculaire. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tu vas continuer. Qu'est-ce que tu penses? Là, on va voir une séquence pour voir donc, la modification de la configuration de détection a pour vocation à supprimer la surdétection de l'onde T, c'est-à-dire à améliorer le ratio entre l'onde de R et l'onde de T et du coup à la supprimer. L'autre possibilité, c'est de changer la sensibilité. Si tu es programmé à 0,3, si tu te programmes à 0,45 ou à 0,6, ben forcément, il y a moins de chances que tu vois ton onde de T. Forcément, tu vas être moins sensible, donc tu verras moins bien les petits signaux. A priori, les ondes de T sont des petits signaux, donc voilà, c'est une autre possibilité. OK? Donc, en gros, les 2 possibilités pour supprimer la surdétection de l'onde T. Maintenant, je vais essayer de vous montrer que ça, c'est une première option, mais l'autre option, c'est de dire, on va essayer d'avoir une programmation et des algorithmes qui, même si on n'arrive pas à supprimer la détection de l'onde T, va permettre d'éviter les thérapies inappropriées. Okay, donc, on va essayer de regarder un petit peu cette séquence. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Donc là, il s'agit d'un cobalt, donc d'un défibrillateur récent. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, on est sur un simple chambre et on a un court épisode en zone de TV. Donc, c'est une TVNS, effectivement, non soutenue. Voilà. On n'a pas rempli les compteurs de détection, donc il n'y a pas de thérapie. Voilà. Avec toujours l'aspect en double rail qu'on retrouve ici. Ouais. On a cet aspect en rail, effectivement, voilà, qui est très évocateur à la surdetection. Bon, ce premier tracé, il reprend, tu vois, et tu vois effectivement, ici, tes signaux, tu vois ici, distal VD, anode VD, et là, boîtier, spire, donc entre le boîtier et le coil. Bon, tu vois la taille de l'onde de T dans l'un et dans l'autre, par exemple. Tu vois, en fonction du canal, quand tu changes, tu vas avoir des différences. Quand tu regardes tes marqueurs, tu vois bien que tu détectes et l'onde R, et l'onde de T, et l'onde de R, et l'onde de T. Voilà, avec un peu de différence, 310, 270, 370, 270. Donc, tu as cet aspect en rail. OK ? Ça se réduit tout seul. Ça, nous, on vient de faire une grosse étude là-dessus, surtout les défibrillateurs métroniques. C'est le cas le plus classique, quand même. Dans la grande majorité des cas, quand même, on a des tachycardies que l'on dira non soutenues. Voilà. Et donc, ça pose la question de comment on le gère. Bien. Là, c'est le même patient. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Alors, donc, cette fois-ci, alors il est étiqueté TSV morphologue. Donc, il va te dire que c'est une tachycardie supraventriculaire. Ça veut dire quoi, morphologue? Ça veut dire que c'est grâce à la morphologie qu'il a classé l'épisode en TSV. D'accord. Donc, lui, si tu prends au pied de la lettre, il te dit il s'agit d'une tachycardie. Par contre, elle est supraventriculaire, donc une FA, un flotteur, tu vois, une réentrée intranodale, parce que la morphologie est identique, en tout cas mon critère de morphologie est identique à ce que j'ai en rythme sinusal. C'est clair ça? Bien. Ouais. Du coup, il a suspendu les thérapies. Clair? Ouais. Bien. Donc, quand tu regardes le tracé, bon, l'aspect là, il n'y a pas franchement d'aspect en rail, mais bon. On voit par contre qu'on est clairement dans la zone de TV là. OK? Bien. Si tu regardes le tracé, qu'est-ce que tu me dis?
Et qu'on a toujours en fait cet aspect de surdétection de l'onde T Oui. qui est intermittente. Oui, alors tu sais, ça, tu vois, il faut essayer de réfléchir marque par marque comment les appareils se protègent pour éviter les thérapies inappropriées. Une première chose, tu sais, il y a la façon de compter. Comment ça marche chez Medtronic? Dans le compteur de TV, Ouais. le compteur de TV, il est consécutif avec un Il faut VS des qui est... cycles consécutifs. C'est pour ça que, tu vois, pour remplir ton compteur, ça, c'est une première protection. Tu vois bien que sur ce cycle-là, par exemple, il n'y a pas de surdétection de l'onde T. D'accord, là Ouais. Du coup, le cycle d'après est VS. Et donc, Si tu prends ton compteur de TV, tu vois, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. VS, c'est remis à 0. Ouais. Donc ça, déjà, tu vois, quand ta surdétection de l'onde T correspond à la zone de TV, le compteur de TV lui-même, la façon de compter est déjà une première protection, puisque ça remettra à 0 si, avec un peu de chance, ta surdétection de l'onde T est un tout petit peu intermittente. Okay. Donc là, par contre, ensuite, on a 1, 2, tu vois. Là, encore, VS c'est remis à 0. Okay. Et puis là, on repart. Et là, tu vas compléter ton compteur de TV. Tu vois, tu le complètes ici. C'est clair ça? Là, tu n'as plus que des TS consécutifs. Voilà, la surdétection de l'onde T, c'est assez rare que la surdétection de l'onde T soit permanente comme ça, cycle à cycle, pendant X cycles, c'est finalement assez rare. Et donc, on a rempli le compteur, et qu'est-ce qu'il te dit? Donc, on a rempli les compteurs, et ensuite, il analyse le morphologue sur 8 complexes. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, il nous met les... Ah, où est-ce qu'il nous met? Est-ce qu'on voit ML, ça veut dire que le morphologue lui dit que c'est supraventriculaire. Ouais. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi, en fait? Comment ça marche, la morphologie chez Medtronic? Il prend les 8 complexes avant. Ouais, il prend des fenêtres de 8 cycles et il regarde, est-ce que sur ces 8 cycles, il y en a au moins 3 qui ont la même morphologie qu'un rime sinusal. Au moins 3. Tu comprends? Ouais. Et donc, si tu as de la FA, a priori, tu en auras 8 sur 8. Bon, alors, le critère, il peut plus ou moins marcher. C'est pour ça qu'il ne demande pas 8 sur 8, il demande 3 sur 8. OK? C'est clair, ça? Voilà. S'il y en a au moins 3 sur 8 qui sont similaires, il va te dire c'est supraventriculaire. D'accord? Est-ce que tu es surpris que le critère de morphologie permette d'inhiber là, hein, tout ce que tu veux, surtout pas qu'il traite. Ouais, donc, tu es content que le morphologue te dise, même si c'est quelque part, il te dit que c'est une TSV, alors que ce n'est pas du tout une tachycardie supraventriculaire. Ouais. Mais par contre, il te dit il ne faut pas traiter, ce qui est quand même le point positif. Ouais. Tu es surpris que ça le fasse à la surdétection de l'onde T? Non, parce que c'est 1 sur 2. Voilà. Donc, si tu regardes ton critère de morphologie, tu vois, il te dit TSV morphologue, et il te dit, chez Medtronic, le seuil de similitude est à 70%. Et tu vois, si tu regardes, tu as une alternance, l'onde T, 0%, le QRS, 88, 0, 85, 0, 88, 0. Tu vois, tu as 1 sur 2 qui va être similaire. Et du coup, il en a au moins 3 sur 8, puisqu'il en a 4 sur 8. Et donc, s'il en a au moins 3 sur 8, il va te dire que c'est supraventriculaire. Donc, si tu veux, le terme TSV morphologue est impropre. Ce n'est absolument pas une TSV, mais par contre, ça t'a permis d'éviter un certain nombre de thérapies inappropriées. Tu comprends? Oui, tout à fait. Yeah. Par contre, le critère de morphologie, il fonctionne jusqu'à quelle fréquence? 230, 200, oui, ouais, 200. Tu vois, ici, tu vas le programmer. Tu vois, ici, tu as le morphologue. Tu vas dire, je vais utiliser le morphologue jusqu'à un certain niveau de cycle. En gros, le morphologue, il n'a été pas du tout pensé pour ça au départ. Lui, le morphologue, il a été là pour te dire, est-ce que c'est de la FA, donc similaire, versus de la TV, différent. Et donc, il te dit, bon, à partir d'un certain niveau de fréquence d'arythmie, ben, je ne vais pas essayer d'intervenir. Tu vois, c'est trop rapide. Dans le doute, je vais considérer que c'est de la FV. Tu comprends? Oui. Donc, au-delà de 230 par minute, le morphologue n'interviendra pas. Bien. Donc, ce même patient-là, tu vois, voilà un troisième tracé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'on a un épisode étiqueté surdétection V onde T. Oui. Donc là, c'est cette fois l'algorithme spécifique qui a été spécifiquement designé pour reconnaître la surdétection des ondes T qui entre en jeu. Okay. Si tu regardes tes cycles, tu vois tes cycles là, ici, là, ils sont à la limite, là, ils sont plus rapides qu'ils n'étaient tout à l'heure. Ouais. Tu es d'accord?
Donc, si on regarde, tu vois, même chose, hein, le compteur qui remet à 0, qui remet à 0. Et là, on est alternant entre la zone de EFV et la zone de tachycardie. Tu remplis ton compteur ici, tu vois, et à ce moment-là, il te dit, j'ai reconnu que c'était de l'onde de T. OK? Ouais. Clair ça? Ouais, c'est l'algorithme anti-onde de T qui reconnaît et qui te dit c'est de l'onde de T. Alors, première chose, c'est pourquoi le morphologue n'a pas fonctionné là. Parce qu'on était sur le compteur FV. Je ne sais pas si c'était compteur combiné ou compteur FV, mais on était probablement sur le compteur morphologue, FV. On était en zone de FV. Non, c'est une spécificité chez Medtronic. C'est le même patient, hein, donc tu étais programmé à 260 millisecondes. D'accord? Là, tu es combien, donc là, ah oui, 250. Voilà. Toi, c'est pas chez tous les autres, vendeurs de pacemakers ou de défibrillateurs, la zone de FV est une zone où tu ne discrimines pas. Chez Medtronic, tu peux discriminer. Tu vois, quand tu me dis c'est parce qu'il est en zone de FV, je ne sais pas si c'est ça que tu as voulu dire, mais la limite est indépendante des deux. Tu vois? Je vais te remontrer. Ouais. Là, il te donne quand même les informations en termes de morphologue. Une fois de plus, tu as une alternance 1 sur 2. Tu es d'accord? Ouais. Mais là, il te met morphologue non utilisé, suspendu par d'autres critères, parce qu'en fait, tes cycles sont plus rapides que la limite que tu avais programmée de 260 millisecondes. Oui. Tu vois, ta zone de FV, tu l'as programmée. C'est pas la zone, c'est oui. Non. Et la limite de TSV, c'est toi qui la programmes. Si tu veux la programmer à l'intérieur de la zone de FV, tu peux. Tu pourrais dire, discriminer jusqu'à 200 millisecondes alors que j'ai une zone de FV à 250. C'est clair ça? Oui. Ce qui n'est pas possible pour toutes les autres marques. D'accord? Donc là, une fois de plus, on voit l'algorithme de morphologie. Je vous montre ces tracés pour que vous compreniez un peu les petites subtilités de les programmations, qu'est-ce que ça peut impliquer. Voilà. Donc là, par exemple, le morphologue aurait fait le bon diagnostic une fois de plus. Enfin, il aurait dit que c'était une TSV, du coup, il n'aurait pas traité, mais lui, il n'intervient que si tu es dans la zone que tu as programmée. Donc là, tu as mis une limite à 260, les cycles sont plus rapides. Donc à partir de là, eh bien, le morphologue n'intervient pas. Par chance, il y a un autre algorithme qui n'arrive, vous voyez, qu'après tout ça. Pour que la surdétection non notée soit traitée, bon, il faut d'abord qu'il y ait une surdétection non notée, évidemment. 2, il faut que si tu es dans la zone de TV, tu aies vraiment une surdétection non notée qui soit permanente, parce que si elle est un tout petit peu intermittente dans une zone de TV, ça va remettre les compteurs à 0. Ensuite, il faut que ce soit, normalement, le morphologue va faire le boulot, c'est-à-dire, puisque lui, il va dire, il y en a 1 sur 2, donc il y a 50%, et en gros, comme il en faut 3 sur 8, c'est bon, ça suffit. Voilà. Mais si jamais c'est plus rapide, c'est-à-dire que si tu as une tachycardie sinusale et que là, tu as la surdétection montée, alors là, tu t'exposes, parce que là, tu peux te retrouver, effectivement, avec des cycles plus rapides que la limite que tu as programmée pour la morphologie, et c'est là où interviendra l'algorithme anti-onde de T. Est-ce que c'est clair ça? Ouais. Oui, bien. Donc là, tu as onde de T, onde de T, onde de T. Alors, la façon de fonctionner, c'est intéressant, si tu veux, pour faire du troubleshooting. Pour te donner une idée, nous, quand on a regardé 1500 tracés de def Medtronic, il y avait à peu près entre 3 et 4% de gens qui ont fait de la surdétection de l'onde de T. Sur ces 3 ou 4% de gens, il y a eu 0,2% des gens qui ont eu une thérapie inappropriée. Pourquoi? Parce que dans tous les autres cas, tous les algorithmes qui existent ont permis d'éviter les thérapies inappropriées. Okay? Quand je te dis thérapie inappropriée, il y a un patient qui a pris des chocs et il y a un patient qui a pris un ATP et une charge qui n'a pas été délivrée. Donc, ce n'est pas vraiment une thérapie inappropriée pour eux. Il y a une charge, mais ça n'a pas délivré. Donc, en gros, voilà, tous ces algorithmes-là, ils permettent de régler le problème. Dans la grande majorité des cas, c'était des TV non soutenus. C'est tout. Ces patients-là, on a modifié soit la valeur de sensibilité, soit le vecteur de détection, et on n'avait plus de surdétection non notée. Chez d'autres, il y a eu, ça a continué, et le morphologue a permis d'éliminer un nombre assez conséquent et éviter complètement les thérapies inappropriées. En dernier recours, il y a cet algorithme-là qui intervient. Cet algorithme, il est là. Lui, sa fonction, il est là pour reconnaître de l'onde de T. Il te dit, voilà, je ne vais pas changer la détection. Vous comprenez bien que même s'il a dit que c'est de l'onde de T, il vous met quand même le marqueur après. Il vous dit, voilà, je détecte. Par contre, il dit, voilà, là, j'ai une alternance de cycles. Un cycle aigu, un cycle plus mou, un cycle aigu, un cycle plus mou. On pourrait rentrer un peu plus dans la façon dont ça va fonctionner.
Mais en gros, voilà, c'est basé là-dessus. Et donc, s'il reconnaît ça, il va inhiber les thérapies. Okay, et pour le coup, quelle que soit la fréquence de la tachycardie, alors il y a une toute petite limite que je vais vous montrer après, mais en pratique, quel que soit, même si tu es avec des cycles à 200 millisecondes, pour lui, il n'a pas la même limite que le morphologue. D'accord ? Lui, il fonctionne en zone de EV, y compris pour des cycles très rapides. Alors, je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des thérapies inappropriées. Voilà un exemple ici. La façon de compter est tellement différente d'une marque à l'autre qu'il faut les connaître, ces façons de compter. Et ça explique un certain nombre de choses. Vous voyez, là, il y a un burst qui est délivré. Si tu regardes ton tracé, on va descendre un peu, mais donc c'est un patient qui a cette fois une resynchro, et tu vois qu'en gros, il a des séquences AS, BV, surdétection de l'onde T. On est d'accord ? Vous avez votre main. Du coup, l'onde P qui suit, bon, elle est en période réfractaire par rapport. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais du coup, tu as de nouveau un ventricule spontané derrière. Puis une surdétection de T, un ventricule spontané, BV, et ainsi de suite. Donc, tu as à un moment donné une surdétection de l'onde T avec alternance entre des cycles stimulés et des cycles détectés. Le compteur de TV est remis à 0 par un cycle long. En revanche, le compteur de fibrillation ventriculaire ou de TV rapide est un compteur probabiliste qui est à 30 sur 40. Donc, quand tu as des cycles qui sont en zone de FV ou dans la zone de TV rapide, il ne va pas se remettre à 0 si tu as un cycle long et si tu as un cycle bivé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, par exemple, ton compteur, il va dire ça, c'est effectivement long, mais ça, c'est court, ça, c'est court, ça, c'est court, ça, c'est court, ça, c'est long, c'est court, c'est court, c'est court, c'est court, c'est long, c'est court, c'est court, c'est court. Et donc, tu vas remplir ton compteur 30 sur 40. Et donc, même si tu as des cycles stimulés au milieu, mais tu peux remplir ton compteur 30 sur 40. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde ? Donc, en gros, là, tu as une thérapie inappropriée qui est délivrée sur surdétection de l'onde T, même si de temps en temps, tu vois, tu as bivé, bivé, voilà. C'est clair ça ? Bien. Par contre, ce que je vous disais, bon, ça, c'est de l'ordre du détail, mais pour ceux qui aiment bien rentrer dans le détail, sachez que nous, ça nous a fait, d'aller rechercher tous ces tracés, ça nous a fait travailler un peu sur le fonctionnement et les détails du fonctionnement de l'algorithme anti-onde T. Ce que je vous disais, c'est que l'algorithme anti-onde T, il fonctionne quelle que soit la fréquence. Vous vous souvenez, le morphologue, il fonctionne jusqu'à 260 millisecondes si vous l'avez programmé comme ça. L'onde T, ce n'est pas le cas. Par contre, lui, il ne va pas fonctionner si au milieu des ventricules spontanés, vous avez de façon assez régulière des ventricules stimulés. Cet algorithme-là, là, on pourrait dire, c'est curieux quand même, que l'algorithme d'onde T n'est pas reconnu l'onde T. Vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, ce n'est pas curieux parce que dans ces règles de fonctionnement, il y a le fait que si vous avez au milieu des ventricules stimulés, eh bien, il ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que lui, il n'essayera pas d'inhiber. C'est clair ça ? Donc, ça explique pourquoi ce patient a eu son ATP. Un dernier tracé là-dessus. Voilà, c'est le patient dont je vous parlais qui a pris les chocs électriques. Voilà. Bon, des fois, c'est des situations qui sont compliquées. Bon, là, je vous dis, hein, c'est un patient sur 1780. Donc, vous voyez, il y a un patient sur 1780 qui a pris un choc électrique. Donc, ça fait vraiment un pourcentage qui est quand même très faible. Mais bon, voilà, je vous le montre. C'est intellectuellement, ça, il y a peu probable que vous le rencontriez, mais intellectuellement, je trouve que c'est bien que vous le voyez. Vous voyez, à un moment donné, vous allez avoir la surdétection de l'onde T ici. La surdétection de l'onde T. Le truc, c'est qu'au milieu, voilà, si vous regardez, vous voyez, vous la reconnaissez la surdétection de l'onde T là. Là, on détecte ça, et puis on a un cycle au milieu que l'on détecte. Je détecte, tac, tac, tac. Donc, manifestement, mais quand je regarde la valeur de mes cycles, j'ai des cycles ici, entre le T et l'onde R, qui sont à 130 millisecondes ou 140 millisecondes. Et quand je vous disais qu'il n'y avait pas de limite de fréquence, eh bien, il y en a quand même une. C'est-à-dire que si les cycles sont à 140 ou 130 ou 120 millisecondes, ben, l'algorithme anti-onde T ne fonctionne pas non plus. Parce que là aussi, on va se dire, c'est quand même curieux qu'il n'ait pas reconnu la surdétection de l'onde T et que donc, il ait complété ses compteurs. C'est clair là ce que je vous dis ? Bon, sachez qu'il n'y a pas de limite de fréquence, mais il y en a quand même une. C'est-à-dire que 140, ça fait quand même, vous voyez, c'est plus de 400 battements par minute. Donc, voilà, c'est une protection pour cet algorithme-là. Il n'intervient pas, en tout cas, si les cycles sont trop rapides. Okay ? Donc voilà, là, vous avez eu, je vous ai montré deux fois, ou en fait, 2 fois sur 1800 patients, une fois de plus, ce n'est pas beaucoup, où l'algorithme anti-onde T s'est fait avoir. Il se fait avoir parce que
quand il y a de la stimulation au milieu, il n'intervient pas, ou parce que les cycles sont vraiment extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'on est autour de 140 millisecondes ou 130 millisecondes. OK? Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que tu peux basculer sur la programmation, s'il te plaît? Yes, on voit l'écran, on ne le voit pas très bien, mais je suis quand même. Vas-y, paramètres. Donc, je vais vous montrer où ça se programme, tout ça. Est-ce que vous voyez? Alors, moi, je vais mettre mes lunettes parce que moi, j'y vois rien. Donc, excusez-moi pour la vision. Voilà. Si vous voyez sur cet écran-là, la première chose qu'on va taper, c'est stimulation. Stimulation, et vous voyez la polarité de détection. En nominal, elle est en bipolaire. Si tu cliques dessus, là, voilà, ici, hop, tu peux reprogrammer en distal spire. Donc, une fois de plus, si tu as une surdétection de l'onde de T sur une petite onde de R, je ne dis pas que quand tu vas te mettre en distal spire, ça sera mieux, mais ça peut être mieux. Et si c'est mieux, ben, si tu passes de 1 millivolt à 7 millivolts, des fois, ça ne change rien du tout, des fois, c'est même moins bien dans cette configuration. Il ne faut pas se dire que c'est une solution miracle, ce n'est pas le cas. Mais si jamais c'est mieux, ben, ça te règle complètement le problème parce que la surdétection de l'onde de T est en rapport avec ta petite onde de R. L'autre paramètre qu'on peut modifier, évidemment, c'est la sensibilité. Voilà. 0,3 millivolts, bah, là, on aura tendance à mettre l'appareil moins sensible, 0,45 ou 0,6. Sachant que, ben, voilà, c'est toujours un compromis. Moins tu rends ton appareil sensible, c'est-à-dire plus tu dégrades ta sensibilité, ben, plus il y a de chances que tu détectes mal une fibrillation ventriculaire. Donc, c'est un équilibre à trouver. Voilà. Donc, toujours, on se dit, attention, je dégrade ça, mais si je suis à 0,6, j'ai moins de chances de voir l'onde de T, j'ai moins de chances aussi de voir une fibrillation ventriculaire. Donc, c'est toujours à sous-peser avantage-inconvénient. Donc, OK, tu peux fermer cette partie-là et aller sur maintenant les algorithmes. Si tu cliques sur les algorithmes onde de T, ouais, sur l'onde de T, voilà. Donc là, tu vois, si tu cliques, là, tu vois en bas, donc dans la discrimination, voilà. Là, c'est la programmation nominale, c'est ça? Oui. Donc voilà, tu vois, en onde de T, il est sur marche en nominal. Okay, donc ça, c'est l'algorithme spécifique. Le morphologue, il faudra le programmer. Okay, le morphologue, ce n'est pas une mauvaise idée pour éviter les problèmes de surdétection d'onde. Ça n'a pas du tout été pensé pour ça, mais en l'occurrence, finalement, c'est assez logique que ça protège à ce niveau-là. OK? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Eh bien, écoute, je vais reprendre la main. Donc, je vais récupérer. Hop. Yes. Pas de questions? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est le docteur Belmonsour. Je voulais seulement savoir, quand vous avez comme ça morphologue PR et vous avez deux lignes de discrimination, vous pouvez activer les deux en même temps. Et ça le passera. PR logique et le morphologue? C'est ça? Non, oui, la PR logique morphologue est en T ou pas? Oui, on peut programmer les trois. Voilà. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que l'onde de T, c'est quelque chose d'indépendant. Oui. Qui passe en premier, en fait, dans la discrimination, si vous programmez deux ou trois, c'est. Alors, le morphologue, c'est un fonctionnement. Pardon, l'onde de T, ça arrive après la discrimination. D'accord. C'est-à-dire que si l'appareil dit c'est de la TSV, l'onde de T n'intervient pas. Par contre, si l'appareil dit c'est de la TV, alors là, l'onde de T intervient. C'est clair ça? D'accord. Il a la possibilité de dire non, on ne traite pas. Voilà, après, on n'aura pas le temps aujourd'hui, c'est dommage, mais on aurait pu faire un autre cours sur la discrimination. C'est très important de comprendre comment ça fonctionne quand on programme à la fois le PR logique et le morphologue. Le PR logique et le morphologue, les deux ont vocation à différencier est-ce que c'est de la FA ou du flotteur, en gros, ou est-ce que c'est de la TV. D'accord? Voilà. Eh bien, quand vous programmez les deux, sachez que le PR logique prime toujours sur le morphologue. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps aujourd'hui d'expliquer un peu tous les détails, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien compris aussi parce qu'effectivement, il n'y a pas équivalence entre les deux. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà. Oui, c'est ça. Non. C'est bon? Merci. Bien. Alors, voilà un cobalt. On va parler maintenant un peu de certains éléments au niveau de la thérapeutique. Donc ça, déjà, on est content
de cette petite évolution du cobalt, parce que je vais vous montrer d'autres tracés et vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Mais là, aujourd'hui, on a l'EGM qui est présent avant même que ne débute l'épisode de tachycardie. Et quand il n'y sera pas, je vais vous le montrer, vous allez comprendre en quoi c'était limitant. Là, on a un épisode, donc chez un patient resynchronisé, on a l'EGM et on a les marqueurs. Bien. Nicolas Salmon, est-ce que tu es là? Oui. Qu'est-ce que tu me dis sur ce tracé? Donc, il s'agit d'un appareil de resynchro. Ici, tu as l'EGM atrial et tu as l'EGM ventriculaire. Donc, au tout début, on a un rythme sinusal avec ASBV et on a un début d'arythmie ventriculaire qui est détecté en zone de FV. Ouais. D'accord? Donc, on a manifestement, là, c'est le canal bipolaire, hein, mais on a quelque chose de très rapide, de polymorphe et qui est effectivement détecté dans la zone de FV. Okay? Donc là, il s'agit d'un appareil récent. Donc, ce qui a beaucoup évolué dans les recommandations, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est que dans la phase initiale de la détection d'une fibrillation ventriculaire, ce qui est conseillé, c'est d'allonger le compteur et de programmer donc 30 sur 40. Pour dire, en nominal, on est sur 30 sur 40. Hein, mais en tout cas, ça a été une petite révolution. Donc, on voit ici, on a une fibrillation 30 sur 40. Ici, on a rempli. Donc, si on comptait, il y a 30 cycles. On détecte. À partir de là, on a détecté l'épisode de FV. On va charger les condensateurs. Pendant la charge, les marqueurs deviennent VS, 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 même s'ils sont très rapides. Une fois qu'on arrive en fin de charge ici, on ne choque pas sur le premier cycle qui suit et on choque sur le deuxième s'il est rapide. En gros, il nous faut deux cycles rapides sur 5. C'est clair ça? On délivre le choc électrique. Donc, je résume. 30 sur 40, on charge. Pendant la charge, si l'épisode se réduit, la charge sera interrompue. À la fin de la charge, si l'épisode s'est réduit aussi, pour le premier choc en tout cas, on n'aura pas de choc délivré. Là, en l'occurrence, ça persiste, donc on choque. Une fois qu'on a choqué, 520 millisecondes de blanking, peu importe, le choc est efficace. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au bout de 8 cycles consécutifs VS ou BV, c'est la fin de l'épisode. Okay? Donc ça, quelque part, c'est très simple. Bien. On va juste, je vous en montre un second. Voilà un appareil un peu plus ancien. Voilà de nouveau un rythme de base, manifestement dissocié. On passe sur une arythmie détectée sur une zone très rapide. Un premier choc est délivré, un deuxième est délivré. Donc ça permet d'analyser comment fonctionnent les compteurs. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et au début, vous n'avez pas les EGM. Là, il y a 1, 2, 3 cycles rapides. Donc, à partir de là, on commence à voir l'EGM. Des fois, on est content de voir ce qu'il y avait avant. Et c'est vrai que ça, c'est une nouveauté sur le cobalt. On est content d'avoir ça parce que ça permet parfois de mieux appréhender, de mieux comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'une fibrillation ventriculaire. On arrive à 30 sur 40. On a détecté. On charge les condensateurs. Une fois qu'on arrive au bout, je ne choque pas sur le premier, je choque sur le second. OK? Donc, il vous faut 2 cycles rapides sur 5 en fin de charge. J'ai une confirmation. Je délivre 36 joules. Le choc est manifestement inefficace. Et donc là, ce que l'on a ici, c'est le compteur de redétection, qui est aussi un compteur probabiliste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Non, je ne sais pas ça. Non. Bon, peu importe, on est sur un compteur probabiliste. OK, bien. Une fois qu'on a rempli notre compteur, je n'ai pas mes yeux, donc j'ai mal lu les cycles, on recharge les condensateurs. Et sur ces appareils-là, en tout cas, une fois que je recharge, j'arrive au bout. Et là, je n'ai pas de phase de confirmation. Là, en gros, j'ai 900 millisecondes pour atteindre un ventricule, mais quoi qu'il arrive, je vais délivrer mon choc. OK, je délivre mon choc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fin de l'épisode. Je vous montre un dernier point. Là, c'est un patient où il va recevoir 6 chocs électriques qui vont être inefficaces. Bon, voilà. Je vais passer vite, mais en gros, ça, il faut que vous ayez en tête aussi, voilà, une vraie fibrillation ventriculaire. Et vous avez un patient qui va recevoir 6 chocs électriques. Bien, donc tu vas basculer sur ton écran, s'il te plaît. Ce que j'essaye de vous montrer, que disent les recommandations aujourd'hui? OK, tu vas aller sur les paramètres, s'il te plaît, voilà, de thérapie, effectivement. Vas-y, sur les chocs, tout ça, sur la zone de LV.
Bien, je remets mes lunettes. Donc, là, on était sur un appareil dont les capacités maximales, c'était 35 joules. Ça, c'est la programmation nominale. Voilà comment ça sort quand vous allez brancher votre appareil. Deux choses. Que disent les recommandations? La première, c'est qu'il faut, en zone de FV, à moins d'un cas spécifique, évidemment qu'il faut toujours réfléchir patient pour patient, mais on aura tendance à ne programmer que des chocs d'amplitude maximale. Ça simplifie quand même grandement la programmation. On ne programmera que des chocs d'amplitude maximale. Okay? Bien. Il y a un point qui est essentiel. Effectivement, vous avez la possibilité de modifier la polarité. C'est-à-dire que pour optimiser les chances de succès de choc, il y a un certain nombre de paramètres que vous allez pouvoir modifier. En l'occurrence, chez Medtronic, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là, il y a la polarité. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu. Là, vous avez ici, en nominal, B vers AX pour les 6 chocs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, B? B, ça correspond au coil ventriculaire droit. Vous savez que quand on défibrille entre des coils et le boîtier. Et donc, vous pouvez avoir une sonde qui est simple coil ou double coil. Si elle est double coil, B, c'est le coil dans le ventricule droit. A, c'est le boîtier. Et X, c'est le coil dans la veine cave supérieure, donc l'autre coil. Quand vous programmez comme ça, B vers AX, c'est ce que l'on appelle un choc anodique. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça veut dire que le coil ventriculaire droit est l'anode dans la première phase du choc. Vous vous souvenez, c'est les chocs biphasiques, donc vous allez choquer dans un sens dans une première partie, et hop, dans la deuxième partie du choc, vous allez inverser le sens. Donc, vous allez faire B vers AX, puis AX vers B dans le même choc. Mais en tout cas, la première phase, c'est B vers AX. Okay, bien. Donc, si tu vas sur les paramètres communs, s'il te plaît, c'est important, quand vous implantez une sonde simple coil, si tu cliques dessus, voilà, il va falloir déprogrammer l'électrode de la veine cave sup. D'accord? Vous allez mettre veine cave sup séparée puisque vous n'avez pas d'électrode. Vous n'avez pas de coil, pardon, dans la veine cave sup. Aujourd'hui, on a tendance, généralement, en tout cas dans notre centre, on ne programme plus que des simples coils. Il peut y encore avoir des centres avec des doubles coils, il peut y avoir des sondes anciennes, mais en tout cas, si c'est une sonde récente simple coil, il faut désactiver ça. Okay? Bien. Si tu reviens sur avant. Si vous avez programmé un simple coil, l'indicateur ne sera pas B vers A, mais restera B vers AX. Okay? Donc, ça ne change rien à ça. Voilà. Même si c'est simple coil, il vous indique qu'il y a le coil de 24 supérieur. Alors, un point important, sachez que là, on a eu un rappel, en tout cas, on a reçu une information de la part de Medtronic où il est conseillé de rester absolument sur B vers AX. Donc, en première intention, nous, aujourd'hui, si on met un défibrillateur, on va programmer B vers AX pour les 6 chocs. Et si jamais en consultation, on voit un patient où une de ces polarités, parfois, nous, on a inversé le 5. Voilà. Si on a ça, par exemple, AX vers B, eh bien, on reviendra vers le B vers AX parce que sont aperçus que dans un certain nombre de cas, quand on était AX vers B, mais parfois le choc n'était pas effectivement délivré, ou en tout cas, il n'y avait qu'une partie limitée des 35 joules qui devait être délivrée, qui était délivrée. Dans un nombre très peu conséquent de cas, mais enfin quand même, ça mérite. Voilà. Donc, de façon systématique, aujourd'hui, je dis ça pour les gens de Bordeaux, et d'ailleurs, quand vous interrogez un défibrillateur ou quand vous programmez un DEF, Medtronic, vous devez vérifier qu'effectivement, vos 6 chocs sont programmés B vers AX. Okay? Donc ça, c'est une donnée importante. Voilà. Il faut savoir, voilà, donc, sur la défibrillation, c'est très simple aujourd'hui. On programme pour la zone de EV 6 chocs. De toute manière, on ne pouvait pas en programmer plus, ni moins. 6 chocs avec cette configuration B vers AX. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non? Je vais reprendre la main. On va en parler maintenant. Voilà un premier patient. Un premier patient, ça, pour ceux qui sont un peu anciens, mais ça, c'est une petite révolution. Parce que ça, au départ, moi, quand j'ai commencé la défibrillation, en zone de FV, on délivrait uniquement des chocs électriques. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Là, un patient qui a un tracé enregistré en zone de FV. Pierre, on ne voit pas ton écran. Et tout à fait. Peut-être que si je me mets mon écran, ce sera mieux, en fait. Donc là, je pense que vous allez voir mieux, là, du coup. Voilà. Donc là, voilà un tracé étiqueté FV avec un burst qui est délivré. C'est ce que je vous disais, ça, au départ, c'était absolument pas possible dans tous les DEF. Jusqu'après, au tout début, la défibrillation, c'est zone de FV, choc électrique.
Là, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Donc, on regarde ce premier patient. Ce premier patient, ASBV, 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 une tachycardie qui est parfaitement organisée. Voilà pourquoi ça a été proposé. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en zone de FV, il y a un certain nombre de tachycardies qui correspondent en fait. La différenciation entre FV et TV, elle est basée sur la fréquence, pas sur l'analyse des signaux eux-mêmes. FV, c'est censé être énergique, et TV, c'est censé être monomorphe, en gros. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas comme ça que réfléchit un DEF. Donc, lui, il vous classe le cycle FS parce que le cycle est très rapide. En l'occurrence, là, on a quelque chose de très organisé. Et c'est vrai que là, ça a un intérêt majeur d'essayer de la réduire par stimulation antitachycardie. Donc là, vous avez une première chose qui est le burst pendant la charge. Alors, comment ça fonctionne, le burst pendant la charge? C'est je détecte la tachycardie, j'ai rempli mon compteur, je délivre mon burst et en même temps, je commence la charge des condensateurs. Là, on voit que le burst a permis la réduction. Alors, comment ça fonctionne? Il va continuer sa charge, mais si à un moment donné, il y a 4 cycles sur 5 qui sont lents, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, là vous en avez 4 sur 5, puis vous en avez 4 consécutifs, il va interrompre sa charge. Et là, vous avez le petit marqueur ici, abandon de charge. Okay. Donc, le burst pendant la charge, c'est je délivre, je commence à charger et j'analyse. Si jamais le burst a été inefficace, eh bien, je vais aller au bout de la charge et je vais délivrer sans aucun retard. Par contre, voilà. Si par contre, le burst est efficace, j'aurai quand même chargé pendant quelques secondes et donc ça consomme un petit peu d'énergie. Donc, c'est le côté. Déjà, on a évité le choc, ce qui est très bien, mais par contre, on a consommé un peu d'énergie. Alors, il existe un algorithme, on passera dessus, qui va automatiquement basculer. Si vous avez programmé pendant la charge, il va automatiquement basculer sur avant la charge. Donc, voilà le même patient. Le même patient, toujours bivé, la même tachycardie, mais cette fois, c'est un burst avant la charge. D'accord? Donc là, le burst avant la charge a le même effet et permet de réduire l'épisode. L'avantage de ça, c'est que j'ai évité le choc électrique, mais j'ai même évité la charge. Donc, en termes de consommation d'énergie, c'est un très bon point. L'inconvénient, s'il doit y en avoir un, c'est que si jamais ça n'avait pas marché, mais j'aurais commencé ma charge avec un peu de retard et du coup, je délivrerai mon choc un peu plus tard. Bon, voilà. Donc, c'est. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous montrerai comment ça se programme. Aujourd'hui, avant, on programmait pendant la charge avec la possibilité pour l'appareil de basculer vers avant la charge si des bursts pendant la charge avaient été efficaces. Voilà. Pour éviter les charges, on programmait d'abord pendant la charge et si jamais ça fonctionnait, mais de façon automatique, l'appareil basculait sur avant la charge. Okay. Aujourd'hui, je vais vous montrer le recommandation après, mais il est conseillé de programmer directement avant la charge. Alors pourquoi? Voilà un autre patient, même chose, hein. On a une EFV, en tout cas, quand je vous dis une EFV, en tout cas une tachycardie détectée en zone de EFV, ici. On a un premier burst et on en a un second. Ça aussi, c'est unique. Voilà. Par rapport aux autres marques, en zone de FV, pour toutes les autres marques, vous pouvez délivrer un burst, pas 2. Bon, bien, quand vous programmez avant la charge, l'avantage, c'est qu'en gros, vous pouvez en avoir 2 pour un même épisode. Vous voyez, ASBV, ASBV, ASBV. La tachycardie, donc c'est toujours le même patient, hein. Tachycardie qui se met en route. On a rempli le compteur et donc on a basculé sur avant la charge. Donc, on délivre avant la charge. On reconfirme l'arythmie, donc la redétection, en fonction de comment vous l'avez programmé. Et là, vous allez débuter. Donc là, vous allez dire, avant la charge, ça n'a pas marché. Donc, je vais charger mes condensateurs, donc charge des condensateurs. Mais au moment où je vais charger mes condensateurs, je vais délivrer un burst pendant la charge. Donc, quand vous programmez avant la charge, en fait, ça, et vous en avez 2. C'est-à-dire que si le premier est inefficace, au moment où vous allez charger vos condensateurs, eh bien, vous allez délivrer un second burst. En l'occurrence ici, ça a permis une réduction spontanée, et donc 1, 2, 3, 4, donc 4 sur 5, abandon de la charge. Okay, donc ça, c'est l'intérêt principal avant la charge, c'est que si ça ne marche pas, vous avez la possibilité d'en délivrer 2. Donc aujourd'hui, en zone de FV, si vous voulez, si vous programmez avant la charge, vous avez la possibilité de délivrer 2 ATP. Voilà. Je vais faire un peu vite. Voilà le même patient toujours. Cette fois, on a quelque chose qui est un peu plus polymorphe. Voilà. Là, on n'est pas surpris que ça marche moins bien.
Mais on reste encore sur des fréquences qui ne sont pas trop limites. Parce que quand vous allez programmer vos ATP, vous allez programmer une limite d'intervention. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine fréquence, l'ATP ne sera pas délivré. C'est très important de maintenir une limite parce que ce qu'on ne veut surtout pas, c'est faire de l'ATP sur de la surdétection de 50 Hz, sur la détection de bruit, voilà, de sonde. En gros, quand vous avez du bruit de sonde, ben, vous avez quand même souvent des choses extrêmement rapides qui sont peu physiologiques, avec des cycles à 200, 180, 160 millisecondes, voilà, sur la surdétection de 50 Hz. Ce que vous ne voulez surtout pas, c'est que là, l'appareil se mette à stimuler de façon très rapide. Donc, c'est bien de garder une limite. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de l'ATP jusqu'au maximum. Là, en l'occurrence, c'est un peu moins monomorphe, mais ce n'est pas encore trop rapide. Ce qui fait qu'on arrive, et donc vous avez avant la charge qui est délivrée, ça ne marche pas. Et là, vous avez pendant la charge qui est délivrée. Alors là, vous voyez, pendant la charge, et à la fin de la charge, vous allez délivrer votre choc électrique. Okay, bien. On voit quand même que, attention, parfois, l'ATP, vous allez faire dégénérer. Alors là, ce n'est pas parfaitement monomorphe, mais enfin, ça va encore. Des fois, l'ATP, ça peut… Alors, est-ce que c'est l'ATP ou est-ce que c'est l'arythmie elle-même qui s'est dégradée? Voilà, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est à la fin beaucoup plus inquiétant. Là, le patient, vous voyez, là, vous êtes sur des cycles extrêmement rapides. Là, c'est sûr que le patient va perdre connaissance, par exemple. D'accord? Donc, je résume. Aujourd'hui, en zone de VV, on met des chocs d'amplitude maximum, B vers AX, et on modifie le pendant la charge vers le avant la charge. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Juste un tracé pour que vous compreniez aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la confirmation. Voilà. Là, vous avez un patient avec une TV en zone de EV, un burst avant la charge qui est inefficace. Du coup, burst pendant la charge plus défibrillation. Le choc électrique, vous voyez, vous arrivez en fin de charge ici. Premier, deuxième, on confirme toujours. Le choc est inefficace. Là, c'est une configuration qui est très rare. Enfin, voilà. Le choc n'a pas marché. Du coup, vous allez redétecter l'AFV. Donc, vous avez, vous voyez, ici, vous allez dire, c'est 12 sur 16. J'ai mes 12 sur 16. J'ai redétecté ma AFV. Et pas de chance, entre guillemets, vous avez l'arythmie qui va se réduire après la redétection. Elle se réduit d'elle-même après la redétection. Là, pour l'appareil, il va vous dire, voilà, j'ai fait un premier choc électrique. Ce premier choc électrique a été inefficace. J'ai redétecté. Et là, j'ai un diagnostic, si vous voulez, de fin d'épisode. En fait. Pour l'appareil, il dit, attention, il y a un risque trop important. Si jamais j'ai choqué, que ça n'a pas marché et que j'ai redétecté, si après j'ai un diagnostic de fin d'épisode, il est possible qu'en fait, ce soit une fausse fin d'épisode et que ce soit un problème de sous-détection. Et donc, dans le doute, je vais quand même envoyer le choc électrique. Et c'est pour ça que malgré la réduction, vous avez de nouveau un choc électrique qui est délivré. À partir de là, même chose, il ne va pas délivrer systématiquement les chocs. Il faut d'abord qu'il y ait la redétection. S'il n'y a pas de redétection comme ici, eh bien, il ne délivrera plus le choc. Mais par contre, s'il y a une redétection, à partir du second, le choc électrique sera délivré. Si tu reprends l'écran, s'il te plaît. Voilà. Si tu vas… donc là, on est en nominal. Donc, on est en nominal, c'est pendant la charge. Si tu cliques sur paramètres communs, le paramètre commun, vous allez avoir ici… attendez, hop. Excusez-moi. Non, peu importe. Reviens en arrière, s'il te plaît. Okay. Si tu cliques sur pendant la charge, voilà. Pendant la charge, vous avez ce que l'on appelle ici l'économiseur de charge en bas. Économiseur de charge, ça veut dire, c'est ça l'algorithme qui dit, si, alors ça a changé sur une nouvelle plateforme, mais si vous êtes pendant la charge, s'il y a un pendant la charge qui est efficace, il basculera automatiquement sur avant la charge. Okay. Si tu cliques OK, ce qui est conseillé aujourd'hui dans les recommandations et par nous-mêmes, c'est d'appuyer sur pendant la charge, de nouveau, et de modifier systématiquement, je vous ai dit, nous on a tendance à mettre avant la charge. Voilà. Alors, vous avez une limite de fréquence, vous avez vu, 240 millisecondes. Ça veut dire que sur les 8 derniers avant qu'il délivre, il faut qu'il n'y en ait aucun qui soit plus rapide que 240 millisecondes. Sinon, il ne délivrera pas. Vous pouvez le baisser un peu, mais ne le baissez pas trop bas, parce que plus vous allez baisser, si tu cliques 240, tu vois, tu peux aller jusqu'à 200. Bon, mais tu peux te retrouver
si tu détectes à 200, tu vas stimuler à 180 ou 170 millisecondes. Ça fait très, très court. Et attention, parce que tu pourrais te retrouver à stimuler de façon rapide sur des problèmes de surdétection qui n'ont rien à voir avec la tachycardie, du 50 Hz, du bruit de son, ou ce genre de choses-là. Et attention, parce que tu pourrais induire une arythmie si tu stimules vraiment très rapide. Voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout le monde s'est endormi ou tout le monde est là encore? Les internes de Bordeaux, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Ça va? Ouais. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons en rester là du coup. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.